Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de 5 livres historiques à découvrir absolument, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec une bande dessinée que j'apprécie beaucoup, il s'agit de La Bombe de Alcante, Laurent-Frédéric Bollé et Denis Rodier qui est édité chez Glénat. Cette BD a pour but de retracer l'histoire de la bombe atomique, de la découverte du radium par Marie Curie, en passant par la conception de la bombe atomique en elle-même et en finissant par les événements tragiques qui ont frappé Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une bande dessinée que j'ai découverte grâce au podcast Le Gaufrier qui avait fait un épisode spécial à la fin du premier confinement qui mettait en avant donc les bandes dessinées qui étaient sorties au début de la pandémie et qui n'avaient pas pu bénéficier d'une véritable publicité. Et je dois bien avouer que sans cette présentation, je ne me serais jamais penchée dessus. La Bombe est une BD très dense et en même temps, c'est normal, elle fait un petit peu moins de 500 pages, mais elle est très instructive et elle explore en profondeur l'histoire de cette arme et de tous les acteurs qui ont joué un rôle, que ce soit dans sa conception ou dans son utilisation. Personnellement, j'ai découvert pas mal de choses. On apprend grâce à certaines petites histoires annexes que l'histoire avec un grand H aurait pu être tout autre, que parfois tout tient à un détail, une coïncidence ou un imprévu. En ce qui concerne le dessin, on est sur un style franco-belge classique, mais tout en noir et blanc. Et je le dis souvent, mais les BD en noir et blanc, j'adore ça. Le trait est assez particulier, mais pour cette BD, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. On ne s'arrête pas au dessin, même si celui-ci ne nous plaît pas forcément. Par contre, ce trait est particulièrement efficace pour illustrer des scènes atroces. Et avec ce contraste en noir et blanc, on a vraiment l'impression d'étouffer, qui est l'effet voulu, je pense. C'est un ouvrage passionnant à découvrir, à lire et à relire, et qui a encore toute son importance aujourd'hui, près de 80 ans après les événements qui ont lieu à Hiroshima et Nagasaki. Je vais rester un peu dans la thématique du radium avec la BD Radium Girls, dessinée et scénarisée par Si et éditée chez Glénat. Ici, on est à New York dans les années 20 et on va suivre des ouvrières dans une fabrique de montres qui vont manipuler tous les jours pendant plusieurs heures du radium et ce sans aucune protection jusqu'à tomber malade. C'est une BD très intéressante à lire, très instructive et qui démontre que la sécurité des travailleurs et des travailleuses n'était pas au cœur des préoccupations étant donné que de nombreuses personnes sont décédées à cause du manque d'équipements adéquats et de communication sur les effets des produits chimiques et radioactifs. Mais l'autrice va également dépeindre la vie à New York dans les années 20, les fêtes, le Charleston, bref, l'insouciance de la vie qu'il y avait à ce moment-là, avant le crash boursier et la Grande Dépression qui suivra. On a également une belle sororité dans ce livre et j'ai trouvé ça vraiment beau de voir de la solidarité et de l'entraide qui se dégage de ce groupe, comment elles sont unies dans les moments de joie mais aussi dans les moments plus tragiques. C'est une BD que je vous recommande, l'aspect historique est plutôt léger et sert plus de cadre au récit en lui-même, ce qui est parfait pour s'immerger rapidement dans l'œuvre. Donc si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec quelque chose de trop lourd, où les informations historiques sont données froidement et où les personnages n'ont que peu d'importance, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers Radium Girl. On va quitter les États-Unis et le XXe siècle pour partir au Japon, à l'ère d'Edo, avec les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, à retrouver chez Gallimard Jeunesse. On va suivre l'histoire de Ichiro, un jeune garçon qui a été abandonné quelque temps après sa naissance et qui a été recueilli par un samouraï exilé de toute civilisation. Ichiro va vivre une enfance plutôt légère et heureuse, durant laquelle il sera initié à la voie du sabre. Néanmoins, cette douceur ne va pas durer éternellement puisque un jour son foyer est attaqué et son maître et père adoptif tué. Ichiro va donc fuir et se retrouver sur les routes où il devra survivre mais aussi enquêter pour découvrir sa réelle identité. Je me souviens avoir lu le premier tome sous les conseils plus qu'avisés de ma bibliothécaire qui avait beaucoup aimé le récit
et ce fut le cas pour moi aussi. J'ai adoré plonger dans ce Japon féodal, dans ce pan de l'histoire très riche que je ne connaissais pas du tout. Alors certes, il y a certaines parties qui sont un petit peu romancées, mais on sent que l'autrice a fait de sérieuses recherches pour transcrire l'ambiance de cette époque sans jamais tomber dans les clichés. Personnellement, je suis l'autrice sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, plateforme qu'elle alimente régulièrement avec sa vie au Japon, ses recherches sur les traditions du pays, ses paysages, sa nourriture, etc. C'est un récit très dense et très riche. Dès le départ, il y a de nombreux enjeux, mais l'autrice arrive à distiller ça tout au long de l'intrigue et ne nous donne pas un gros bloc mal taillé et indigeste. Et la narration au fil de l'eau aide aussi beaucoup à rendre toute cette intrigue digeste. On pourrait avoir un peu l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, mais quand on prend du recul, on voit tout ce que les personnages ont dû subir tout au long du roman, et croyez-moi, ils n'ont pas eu la vie facile. Les personnages sont très attachants. Personnellement, j'ai adoré découvrir l'histoire de Ichiro, et j'ai tout autant apprécié quand Ina-Hime prend la charge de la narration dans le tome 3. Les personnages secondaires sont très intéressants et ont un background ainsi qu'une propre quête à effectuer. J'aime toujours quand les personnages secondaires ont leurs propres démons à combattre et qui ne sont pas juste là pour faire avancer les personnages principaux, les aider à évoluer sans que ça leur soit bénéfique à eux. La saga comporte 4 tomes et le dernier tome s'intitule La nuit du Tengu. Il sera disponible le 24 avril. Personnellement, dès que le livre sera à la bibliothèque, je vais le réserver, ça c'est sûr. J'ai vraiment hâte de savoir comment l'autrice va conclure sa saga et quelles sont les réponses qu'elle va apporter. Pour ce 4e livre, j'ai dû remonter un peu dans le temps puisqu'on va parler d'un livre que j'ai lu en 2018. C'est donc La part des flammes de Gaël Nohan, publié chez Héloïse d'Ormesson. La part des flammes s'inspire d'un fait divers qui s'est vraiment déroulé à Paris à la fin du 19e siècle, qui est donc l'incendie du bazar de la Charité. C'était un événement mondain qui rassemblait surtout des femmes issues de la noblesse, mais ça fait quelque temps que je l'ai lu, donc je peux potentiellement me tromper. Et forcément, qui dit 19e siècle dit belle robe, dit matière hautement inflammable, et quand l'incendie va se déclarer, les femmes vont se retrouver prises au piège. C'est un incendie d'une violence extrême et qui tuera certaines figures très connues comme la duchesse d'Alençon, qui n'est autre que la sœur de l'impératrice d'Autriche, Sissi. Et ce roman va reprendre les événements avec quelques libertés scénaristiques et raconter le destin de plusieurs femmes tentant de se réparer après les événements tragiques qu'elles ont vécus. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai lu, donc je vais pas pouvoir vous parler de ce roman en détail. Sachez que je l'avais vraiment bien apprécié à l'époque, je trouvais l'histoire intéressante à suivre malgré ses quelques petites longueurs. J'avais apprécié les personnages et j'avais trouvé le style d'écriture très fluide. J'ai surtout aimé le fait qu'on mette sur le devant de la scène un événement historique peu connu et dans lequel la grande majorité des victimes ont été des femmes et elles ont dû se reconstruire un peu seules dans l'indifférence générale. La vie avait repris son cours, mais elles étaient bloquées par un traumatisme assez important. En plus, on est en 1897, donc à cette époque, autant vous dire que les psychologues, ça ne devait pas courir les rues. Il me semble que le roman a été adapté en série télévisée, j'ignore totalement la qualité de celle-ci, si on est sur une adaptation fidèle au roman ou si la série prend pas mal de liberté scénaristique. On a également le droit à une adaptation en bande dessinée, mais je lis dans les commentaires Livre Addict que le graphisme est un peu particulier et qu'on a du mal à distinguer les différents personnages féminins. Dans tous les cas, le roman est pas mal du tout et je vous le recommande. Et je termine cette petite vidéo par un roman que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année passée, mais que j'ai pas eu l'occasion de vous chroniquer entièrement. Il s'agit du roman Les voleurs d'innocence de Sarai Walker, publié chez Gallmeister. Nous sommes dans l'Amérique des années 50 et nous suivons la famille Chappell, une riche famille ayant fait fortune grâce à la production et à la vente d'armes à feu. Dans cette famille, il y a 6 filles, Aster, Rosalinde, Kala, Daphné, Iris et Hazel, et à chaque fois que l'une des filles se marie, celle-ci décède rapidement et dans des circonstances étranges. Et nous allons suivre plus particulièrement le personnage d'Iris, qui est bien décidée à échapper à son destin. C'est un roman que j'avais repéré grâce à sa couverture qui est vraiment super belle, mais aussi parce qu'il a remporté un prix littéraire qui est donc, si je ne dis pas de bêtises,
le prix des lecteurs en 2024. En plus, je trouvais le résumé vraiment attrayant, j'adore les histoires de familles torturées et plein de mystères. Et je dois dire que la première partie du roman a vraiment tenu ses promesses. J'étais plongée dans une atmosphère mystérieuse, un peu sombre, et j'avais vraiment la sensation d'être dans un huis clos puisqu'on évolue dans un milieu qui est quand même très isolé. Les chapelles ont peu de relations, voire pas du tout d'amis, et presque toute l'intrigue va se dérouler dans une grande demeure, mais qui est paradoxalement très étouffante. C'est vraiment très bien rythmé, absolument pas répétitif malgré le concept de l'intrigue. J'ai lu la première partie très rapidement, j'étais immergée, presque fascinée de voir comment l'autrice grattait les paillettes et laissait entrevoir le glauque et le morbide. La seconde moitié m'a un peu moins convaincue, il y avait plus de longueur, plus de moments où on tournait un petit peu en rond et on nous parlait un petit peu des mêmes sujets. J'ai été un peu moins réceptive au tout dernier quart où l'autrice parle de l'art, du processus de création, etc. Je trouvais ça limite hors sujet pour ce roman. Mais en dehors de ça, Les voleurs d'innocence, c'est un roman que j'ai apprécié découvrir. J'ai aimé me plonger dans les États-Unis des années 50, dans ce milieu bourgeois et aseptisé. Bref, à lire si vous aimez les histoires de famille et les héroïnes qui luttent contre leur destin tragique. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos livres historiques préférés. Je serai ravie d'en parler avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permettra aussi d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.